Je suis allé rendre visite à ma mère à la campagne, et j'ai été choqué de voir la voiture de mon fiancé devant son portail. Mais quand je suis entré et que j'ai entendu ma mère pleurer, ainsi que des mots étranges, j'ai eu l'impression que la réalité venait de s'effondrer. Ce n'était pas le pick-up qui m'a d'abord déstabilisé. C'était le silence. Le brouillard de Bellefontaine s'épaississait toujours au début du printemps, s'enroulant autour des porches comme des fantômes réticents à partir. Mais ce matin-là, le calme autour de notre petite maison semblait plus lourd, comme si quelque chose attendait d'être découvert. J'avais juste fermé mon vieux sac à dos, prêt à prendre le bus pour Villeneuve, quand j'ai regardé une dernière fois le jardin que j'avais construit de mes propres mains. Chaque jonquille se tenait fièrement, comme si elle hésitait à me laisser partir. Nathalie, ton petit déjeuner refroidi, a appelé ma mère depuis la cuisine. Sa voix était forte, mais j'y entendais le tremblement, celui qu'elle essayait toujours de cacher quand les adieux se rapprochaient. Hélène Dubois était le genre de femme qui travaillait trop dur et aimait encore plus fort. Ses mains étaient gercées par des années à travailler la terre, à réparer de vieilles étagères de bibliothèque et à m'élever seule depuis le jour de ma naissance. Ce matin-là, elle retournait des crêpes avec une précision militaire, mais ses yeux ne quittaient jamais la fenêtre. Tu dois manger, ma chérie. C'est un long trajet. Je me suis assise sur le bord de la chaise, l'estomac noué par les nerfs. Je n'ai pas vraiment faim. Elle ne m'a pas grondé, a juste glissé l'assiette devant moi et a dit, alors fais semblant. J'ai pris la fourchette et me suis forcé à mâcher. Chaque bouchée donnait l'impression d'avaler des graviers. L'horloge de la cuisine tic-taquait plus fort que d'habitude, marquant les derniers instants calmes avant que tout ne change. Je l'ai regardée à nouveau. Tu penses toujours que je ne devrais pas y aller. Elle a secoué lentement la tête. Je pense que la ville ne sera pas facile avec toi, mais tu as raison. Le savoir est quelque chose que personne ne peut prendre. Son sourire tremblait toujours. Tu seras toute seule là-bas, Nathalie. J'ai tendu la main à travers la table et lui ai serré la main. Toi aussi. Et tu m'as très bien élevé. Sa prise s'est resserrée, puis a lâché. 2 heures plus tard, je me tenais au dépôt de bus de Bellefontaine, un bâtiment en briques écaillées qui sentait le vieux diesel et les câlins d'adieu. Le bus soufflait en s'approchant, sa fenêtre striée par la pluie de la nuit dernière. Maman a répété sa liste de contrôle. L'argent dans ta chaussure. Ne parle pas aux inconnus. Envoie-moi un SMS dès que tu arrives. J'ai hoché la tête, faisant semblant de le mémoriser comme si ce n'était pas tatoué sur mes os. Quand nous nous sommes serrés dans les bras, elle m'a tenu plus longtemps que d'habitude. Tout ira bien. Ai-je murmuré, bien que je ne sois pas sûr de qui j'essayais de convaincre, elle ou moi. Le trajet jusqu'à Villeneuve a donné l'impression que le temps s'étirait, mince et translucide. Je gardais mon front contre la vitre fraîche, regardant les champs verts se fondre en trottoirs gris et en hauts bâtiments. Pendant 4 ans, j'avais occupé 2 emplois, triant du courrier à la poste et aidant les voisins à désherber leur jardin pour économiser pour l'école de cuisine. Je voulais cuisiner, pas seulement nourrir les gens, mais leur faire ressentir quelque chose de chaud, de pris en charge, de sûr. Maman a vendu notre dernière chèvre pour aider à couvrir mes frais de scolarité. Ce genre d'amour pesait lourd dans ma poitrine. Ma chambre de dortoir était petite et sentait légèrement l'eau de Javel. Je la partageais avec 2 filles, Ambre de Lyon et Jessie d'une ville voisine, qui étaient assez gentilles mais prudentes. Comme tout le monde, nous essayions juste de survivre à la première semaine. Les cours étaient intenses. Chef Fournier ne croyait pas aux compliments faciles ni aux secondes chances, mais j'avais attendu des années pour cela. J'ai absorbé chaque minute. J'envoyais un courriel à maman chaque soir, omettant le mal du pays et soulignant le plaisir. Ses réponses étaient toujours courtes, remplies d'informations météo et de petites affirmations fières qui me faisaient pleurer dans l'obscurité. Puis un vendredi, tout s'est brisé. Je suis revenu à la chambre après les cours pour trouver le tiroir du bas de mon lit ouvert. Mon ventre s'est noué. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai cherché sous le matelas où j'avais scotché une épaisse enveloppe, chaque euro que j'avais pour le semestre, et elle avait disparu. La pièce tournait. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai tiré chaque tiroir, retourné mon oreiller, et même fouillé mon sac à dos dans une panique aveugle. Disparu. Tout. J'ai titubé dans le couloir, respirant à peine. Au bureau de la surveillante, Madame Girard, une femme aigrie avec un presse-papier attaché en permanence à son bras, a juste froncé les sourcils et dit qu'elle n'avait rien vu de suspect. Sur le chemin du retour, j'ai heurté un grand gars avec un sweat à capuche sombre.
J'ai marmonné, désolé, et j'ai essayé de passer, mais il m'a arrêté. Quelqu'un t'a volé ton argent? J'ai figé, comment tu sais ça? Il a haussé les épaules. J'ai vu une de tes colocataires fouiller ton lit quand tu étais en classe. Celle avec le sweat à capuche rose. Jessie. J'ai reculé, le cœur battant. Pourquoi tu me dis ça? Il m'a regardé fixement. Parce que ça m'est arrivé une fois. Je sais ce que ça fait. Laisse-moi t'aider. Tu pourras me cuisiner un dîner plus tard en guise de paiement. J'ai cligné des yeux. Le gars avait probablement 1 an de plus, avec des mains rudes et une confiance tranquille. Antoine Moreau, a-t-il ajouté, d'en haut. J'ai hésité. Je n'avais jamais fait confiance facilement aux inconnus, mais je n'avais personne d'autre. D'accord, ai-je dit doucement et j'ai serré sa main. Elle était chaude, calleuse, ferme, et pour la première fois depuis que j'étais descendu du bus. Je ne me sentais plus aussi seul. Le plan a fonctionné. Ce même soir, Antoine et moi avons attendu devant l'entrée du dortoir jusqu'à ce que Jessie trébuche en rentrant du club, le mascara maculé, les talons à la main. Antoine s'est avancé. Nous savons, a-t-il dit simplement. Le visage de Jessie est devenu livide. Pas de cris, pas de théâtralité. Elle a juste fouillé dans son fourre-tout, a sorti l'enveloppe, et me l'a tendue sans un mot. Je n'ai pas demandé d'explication. Je n'en voulais pas. Le lendemain matin, elle a déménagé. Fidèle à ma parole, j'ai cuisiné le dîner pour Antoine ce dimanche-là. La cuisine commune n'était pas grand-chose, 2 plaques fonctionnelles et un évier qui goûtait sans arrêt. Mais j'ai fait du poulet au romarin avec de la purée de patates douces et des herbes fraîches que j'avais passées en contrebande de chez moi. Antoine pelait des carottes à côté de moi, faisant semblant de savoir ce qu'il faisait. Alors, d'où viens-tu, a-t-il demandé. Bellefontaine? Petite ville, beaucoup de vaches, 0 feu de circulation. Toi. Villeneuve, en quelque sorte née juste à l'extérieur. Ma mère enseigne l'anglais dans une école publique. Nous avons parlé pendant des heures de nourriture, de familles brisées, de Noël d'enfance qui se terminaient par des coupures de courant et des rires. Il y avait une aisance chez lui, comme s'il n'avait rien à prouver. Quand il m'a ramené à ma chambre, j'espérais à moitié qu'il me prendrait la main. Il ne l'a pas fait, mais je me suis surprise à le souhaiter. Au cours des semaines suivantes, nous avons trouvé un rythme facile. Étudier, cuisiner, s'écrouler. Il passait après les cours apportant des ingrédients aléatoires comme l'anis étoilé ou du fromage de chèvre me mettant au défi de faire de la magie, et je l'ai fait. Cuisiner avec Antoine était différent. Il ne mangeait pas seulement. Il regardait comme si la nourriture signifiait quelque chose de plus profond. Il m'a dit un jour que l'ingénierie n'était que de la résolution de problèmes et que la cuisine, pour lui, ressemblait à une sorte de poésie. À la fin du semestre, il a semblé naturel de passer à l'étape suivante. Nous avons mis notre argent en commun et avons trouvé un appartement d'une chambre à 15 minutes du campus. Il était minuscule. La salle de bain pouvait à peine contenir 2 personnes. Le four était ancien, et le chauffage avait sa propre personnalité, mais nous en avons fait notre maison. J'ai peint les murs de la cuisine d'un jaune beurre. Antoine a réparé la poignée de porte lâche avec du ruban adhésif et a juré que c'était de l'ingénierie temporaire. La première nuit dans l'appartement, nous avons commandé de la nourriture chinoise bon marché et mangé par terre, nos assiettes posées sur une boîte en carton. Il a entrechoqué sa canette de soda contre la mienne en l'honneur d'avoir survécu à Jessie et de continuer à faire confiance aux gens. J'ai ri pour les portes scellées au ruban adhésif et le riz trop cuit. Puis il m'a embrassé. Vivre ensemble n'était pas facile. Nous nous disputions pour la vaisselle, la lessive, pour moi qui embrassais le miroir de la salle de bain tous les matins. Mais nous dansions aussi dans la cuisine pendant que la soupe mijotait. Nous faisions des crêpes tard le soir avec trop de cannelle. Nous avons construit une petite serre sur le balcon, juste du basilic, du thym, et 3 succulentes que j'ai nommées d'après des épices. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner à côté de ces plantes, regardant le soleil percer les feuilles vertes. Un après-midi frais, j'ai trouvé Antoine feuilletant un vieil album photo. Ma mère l'a envoyé, a-t-il dit. Elle a dit qu'il était temps que je voie mes racines. Il a tourné la page pour une photo d'une jeune femme en jupe raide et en perles. C'est elle, Sandrine Moreau. Elle a l'air un peu effrayante ici, mais elle est cool, stricte, logique, très énergie de campagne. Il a tourné la page. C'est mon père. Eh bien,
l'homme que j'ai grandi en pensant qu'il était mon père. Charles Moreau. Il est parti quand j'avais 5 ans. Je me souviens à peine de lui, juste un uniforme et de longs silences. Il a fait une pause. Sandrine ne parlait jamais beaucoup de lui. Je suppose que j'ai juste rempli les vides moi-même. J'ai figé. Attends, Charles. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Ma mère a dit que le nom de mon père était Charles aussi. Charles Dubois. Je ne l'ai jamais rencontré. Antoine n'a pas réagi tout de suite. Il m'a juste regardé. C'est probablement une coïncidence. Charles est un nom assez commun, j'ai hoché la tête lentement. Peut-être que oui. Mais quelque chose en moi tirait sur les bords de cette page, un murmure que je ne voulais pas encore entendre. Nous n'en avons pas reparlé. Au lieu de cela, nous avons parlé de l'avenir. Antoine voulait ouvrir sa propre entreprise de construction un jour. Je rêvais de gérer un café de la ferme à la table avec la tarte au mur de ma mère au menu. Il a commencé à m'appeler Chef Nat chaque fois que je réussissais une recette. J'ai commencé à l'appeler Antoine le bricoleur après qu'il a débloqué notre évier avec un cintre et 3 jurons. La vie n'était pas parfaite, mais elle semblait réelle, honnête, méritée. Et puis un soir, alors que nous sirotions du café près de la fenêtre, Antoine a cherché ma main. Tu sais, je nous vois bien vivre un jour dans une vraie maison avec une balançoire sur le porche, peut-être même un jardin. J'ai souri, lui serrant les doigts. Avec des vaches, ai-je ajouté. Seulement s'il cuisine, a-t-il dit d'un air impassible. Cette nuit-là, j'ai écrit à maman et je lui ai parlé d'Antoine. Je lui ai vraiment tout dit. J'ai même joint une photo de nous assis pieds nus sur le sol de l'appartement, de la sauce spaghetti sur ma joue et un grand sourire sur son visage. J'ai dit que je voulais qu'elle le rencontre bientôt. Je ne savais pas que lorsqu'elle verrait cette photo, quelque chose en elle changerait. Quelque chose lié à un passé qu'elle avait enfoui si profondément qu'il faisait encore mal à regarder. C'était censé être un week-end de présentation, de soleil, de tartes et de blagues gênantes entre futurs beaux-parents. Antoine et moi étions ensemble depuis près d'1 an alors, et bien que nous n'ayons pas officiellement prononcé les mots de fiançailles, la pensée restait sur nos lèvres comme du miel. Nous étions trop timides pour goûter. J'ai dit à maman que nous descendions à Bellefontaine. Je voulais qu'elle le rencontre. Elle semblait nerveuse au téléphone, a demandé son nom complet 2 fois. J'ai pensé qu'elle faisait juste sa mère. Protectrice, pratique. Le matin de notre départ, Antoine a préparé la voiture comme s'il se préparait pour un voyage de survie. Snack, câble de démarrage, même une couverture roulée serrée dans le coffre. Les petites villes sont froides la nuit, a-t-il dit avec un sourire. Je l'ai embrassée sur la joue. Elle va t'adorer. Il a élargi son sourire. Comment ne pourrait-elle pas? J'ai réparé ton évier. Le trajet a été long et calme. La neige s'accrochait au bord des champs comme de la dentelle sur un ourlet. J'ai montré des repères de mon enfance, le silo rouillé où je m'étais écorché le genou en chassant les lucioles. L'étang où je suis tombé un jour après avoir osé un garçon à le traverser en courant. Antoine m'a tenu la main tout le long. Tu étais une petite peste, a-t-il dit. Je le suis toujours, ai-je murmuré et il a ri. Mais au moment où nous avons tourné dans notre chemin de terre, quelque chose a changé. Je me suis redressé, l'estomac se nouant. C'est bizarre, ai-je dit, pointant du doigt devant. Ce pick-up ressemble exactement au tien. Garé devant le portail se trouvait un Ford bleu foncé, identique à celui d'Antoine. Même bosse au-dessus du feu arrière gauche. Même autocollant de pare-choc délavé qui disait « Mesure 2 fois, coupe une seule ». C'est mon pick-up, a dit lentement Antoine. Mon cœur battait la chamade. Alors à qui est celui-ci? Nous l'avons garé derrière et avant qu'Antoine ne puisse sortir, la porte d'entrée s'est ouverte. Une femme est sortie sur le porche. Grande, blonde, manteau net boutonné jusqu'en haut. La voix d'Antoine s'est étranglée. Maman. Je me suis tourné vers lui. Qu'est-ce que ta mère fait chez moi? Il n'a pas répondu. Il m'a juste suivi sur les marches du porche. J'étais à moitié dans l'entrée quand je l'ai entendu. La voix de ma mère, brisée et écorchée, disant quelque chose qui a figé tout mon corps. Ils ne peuvent pas savoir, Sandrine. Pas comme ça. S'il te plaît, nous devons leur dire ensemble. Mon souffle s'est glacé. Je suis entré. La cuisine sentait la cannelle et l'anxiété. Ma mère se tenait près de la cuisinière,
les yeux rouges et vitreux. Sandrine, la mère d'Antoine, était assise à table, les mains enroulées autour d'une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Les deux femmes ont levé les yeux en même temps. Aucune n'a souri. « Asseyez-vous, tous les deux », a dit maman doucement. « Nous devons parler. » Nous nous sommes assis côte à côte, les mains toujours liées. Le genou d'Antoine rebondissait sous la table. Je ne l'avais jamais vu nerveux auparavant. Ça m'a fait peur. « Je vais commencer », a dit ma mère, la voix tendue. « Nathalie, tu as posé des questions sur ton père pendant des années. J'ai toujours dit qu'il était soldat, qu'il était parti avant ta naissance. Ce n'était qu'une partie de la vérité. » J'ai serré la main d'Antoine plus fort. Son nom était Charles Moreau, a-t-elle dit. Il a servi dans la même unité stationnée près de Bellefontaine au début des années 90. Lui et moi, nous étions impliqués. Je ne savais pas qu'il était marié. Pas au début. J'ai regardé Sandrine. Ses lèvres étaient blanches. Au moment où je l'ai découvert, maman a continué, j'étais déjà enceinte. Je ne lui ai pas dit. Je ne voulais pas briser sa famille. Je t'ai élevé seul. Je ne lui ai jamais rien demandé. La pièce tournait. Moreau, ai-je murmuré. C'était ton mari. Je me suis tourné vers Sandrine. Elle a hoché la tête. Oui, c'était mon mari. Sa voix s'est brisée. Et pendant des années, j'ai dit à Antoine qu'il était son père. Même moi, je l'ai cru jusqu'à ce que je vous voie ensemble et que je panique. J'ai cru que je devais arrêter quelque chose qui n'était pas censé arriver. J'ai retiré ma main de celle d'Antoine comme si j'avais été brûlé. Non. Non, ce n'est pas possible. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient. Ce n'est pas possible. C'est une erreur. Une erreur cruelle, horrible. La chaise d'Antoine a grincé lorsqu'il s'est levé. Vous vous trompez, leur a-t-il dit. Vous devez vous tromper. Ce n'est pas possible. Maman a sorti une photo du tiroir. Un jeune soldat se tenait entre deux femmes, l'une en robe bleu pâle, l'autre ma mère. Je ne pouvais pas respirer. J'ai trébuché dehors, la neige craquant sous mes bottes, l'air me coupant la gorge comme du verre. Derrière moi, j'ai entendu les pas d'Antoine. Il n'a rien dit au début, juste resté là, les mains fourrées dans les poches, son souffle s'élevant en nuages blancs. Je n'arrive pas à croire ça, a-t-il dit finalement. Tu es la seule personne qui ait jamais eu du sens, Nathalie. Et maintenant ils disent que nous ne sommes pas, ai-je murmuré. Nous ne pouvons pas l'être. Il m'a regardé, les yeux pleins de panique et de chagrin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faire comme si la dernière année n'avait pas existé? Faire comme si ça? Il a fait un geste entre nous. Brisé et brûlant. N'était pas réel. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous sommes retournés à Villeneuve en silence. Les phares creusant des ombres dans la neige. Il m'a déposé au dortoir comme si j'étais une inconnue. Je ferai mes bagages demain, ai-je dit doucement. Garde l'appartement. Je trouverai un autre endroit. Il a hoché la tête une fois. D'accord. J'ai regardé son pick-up disparaître dans la rue avant de me permettre de pleurer. Tout ce que nous avions construit, les rires, l'amour, les rêves partagés, tout semblait empoisonné maintenant, comme un feu qui avait brûlé trop chaud, trop vif, et ne laissait maintenant que des cendres. Et pourtant, quelque chose en moi refusait de lâcher complètement. Pas encore. Je suis à peine sorti de ma chambre pendant des jours. J'ai manqué les cours, ignoré les messages, laissé des sandwichs froids pourrir dans le mini-frigo. Le monde s'était à nouveau transformé en brouillard, mais pas le genre doux de Bellefontaine. Celui-ci était lourd, suffocant comme une trahison dans l'air. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Antoine, stupéfait, vide, s'éloignant. Chaque fois que je les ouvrais, je souhaitais ne pas l'avoir fait. Puis il y a eu le coup. Il était doux, presque hésitant. Quand j'ai ouvert la porte, je ne m'attendais pas à la voir. Sandrine Moreau se tenait dans le couloir de mon dortoir, déplacée dans son manteau ajusté et ses chaussures polies, tenant une enveloppe Kraft comme si c'était quelque chose de sacré. « Pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu, je me suis juste écarté. Elle ne s'est pas assise, et juste restée debout près de la fenêtre, les yeux passant de moi au ciel gris.
Je vous dois plus que des excuses, Nathalie, a-t-elle dit doucement. Je vous dois la vérité. J'ai croisé mes bras, protégeant ce qui restait de ma dignité. Je pense que nous l'avons déjà eu. Fort et clair. Non, a-t-elle murmuré. Vous avez eu une histoire, mais pas l'histoire complète. Sandrine a pris une profonde inspiration et a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un rapport de test ADN. Ceci est revenu hier. Je n'étais pas sûr de l'apporter, mais après vous avoir vu, toi et Antoine, après avoir vu ce que nous vous avons fait, je ne pouvais plus le garder pour moi. J'ai parcouru le document. Jargon juridique, saut de laboratoire, pourcentage, et puis les mots qui ont fait basculer le monde à nouveau. Probabilité de lien biologique 0%. Mes genoux ont flanché et je me suis assise lentement. Il n'est pas le fils de Charles, a dit Sandrine. Antoine, il ne l'a jamais été. J'ai cligné des yeux. Mais tu as dit, elle a hoché la tête honteuse. J'ai menti, Nathalie. À l'époque, je ne savais vraiment pas qui était le père d'Antoine. J'ai dit à Charles que j'étais enceinte, espérant que cela arrangerait notre mariage. Ça n'a pas marché. Il est parti quand même. Mais j'ai élevé Antoine en croyant que c'était vrai parce que c'était plus facile que de lui dire que je n'étais pas sûr. Et quand je vous ai vus ensemble, j'ai paniqué. J'ai cru devoir y mettre fin avant que ça ne devienne quelque chose de pire. J'ai fait une erreur, Nathalie. Une erreur d'une nuit. Quand mon mariage s'effondrait. J'ai dit à Charles que j'étais enceinte de son enfant, espérant que cela arrangerait les choses. Ça n'a pas marché. Il est parti quand même. Elle s'est approchée, a placé le test dans mes mains. J'ai continué le mensonge parce que c'était plus facile que de détruire le monde de mon fils. Et quand je vous ai vu avec lui, si heureux, j'ai paniqué. J'ai cru devoir l'arrêter avant que ça ne devienne quelque chose de pire. Pire? J'ai claqué. Vous pensiez que nous étions frères et sœurs. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Sandrine n'a pas bronché. Détruire 2 vies construites sur quelque chose qui n'était même pas réel. Mais maintenant c'est sorti. Et la vérité est que toi et Antoine n'êtes pas apparentés. Pas par le sang, pas par quoi que ce soit. J'ai fixé le papier. Je voulais crier, rire, m'effondrer. Au lieu de cela, j'ai posé la seule question que je pouvais. Est-ce qu'il sait? Elle a secoué la tête. Il ne répond pas à mes appels. J'ai essayé. Il m'a rejeté. Mais peut-être qu'il t'écoutera. J'ai pris le test de ses mains. Mes doigts tremblaient. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu la façon dont il te regardait, Nathalie. Comme si tu étais la seule chose solide dans un monde en mouvement constant. Et j'ai réalisé que je préférerais risquer qu'il me haïsse plutôt que de le laisser te perdre pour toujours. Sandrine est partie doucement. Je suis resté près de la fenêtre longtemps après son départ. L'enveloppe serrée contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage. Puis je me suis déplacé. Il pleuvait quand je suis arrivé à leur appartement. Notre appartement, celui où je n'étais pas entré depuis cette nuit-là. J'ai frappé 1 fois, puis 2. Pas de réponse. Antoine, ai-je appelé doucement. C'est moi. J'ai besoin de te parler. Silence. J'ai essayé à nouveau. S'il te plaît, ouvre la porte. Un battement. Puis j'ai entendu des pas, le clic d'une serrure. La porte s'est ouverte juste assez pour que je voie son visage. Non rasé, pâle, les yeux cerclés de rouge. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix. J'ai tendu l'enveloppe. « Je suis venu te donner la vérité. » Il n'a pas bougé. Une autre. Celle-ci est différente. Celle-ci nous libère. Il l'a prise. Lila. Et pendant un instant j'ai cru qu'il allait rire ou casser quelque chose. Au lieu de cela, il s'est affaissé sur le canapé comme si le vent l'avait quitté. « Je ne sais plus quoi croire », a-t-il dit. Toute ma vie j'ai cru que j'étais le fils de Charles Moreau. Je croyais avoir ses yeux, son tempérament, ses échecs. Je me suis assise à côté de lui. Pas trop près, juste assez. Tu as cru à la seule version de l'histoire qui t'a été donnée. Mais ce n'est pas ta faute. Il m'a regardé alors, vraiment regardé. Et nous? Je ne sais pas encore, ai-je admis, mais je sais que nous ne sommes pas frères et sœurs. Et je sais que je n'ai jamais cessé de tenir à toi.
Il a passé une main dans ses cheveux. Je veux y croire, Nathalie. Je veux croire que ce cauchemar est terminé, mais j'ai peur. J'ai cherché sa main. Il m'a laissé la prendre. Moi aussi. Nous nous sommes assis en silence, la pluie frappant les fenêtres comme de vieux fantômes demandant à entrer. Quelque part en nous. Quelque chose de fragile a commencé à se réparer. Ce n'était pas une réunion dramatique. Pas de se précipiter dans les bras l'un de l'autre. Pas de musique montant derrière nous comme dans les films. C'était plus calme que ça, plus fragile, comme se tenir sur la glace d'un lac à moitié gelé, testant chaque pas. Cette nuit-là, je ne suis pas resté. J'ai dit à Antoine que j'avais besoin de temps pour respirer, pour penser, pour croire que cette nouvelle vérité n'était pas juste une autre ruse du passé. Mais en partant, il n'a pas lâché ma main jusqu'à la toute dernière seconde. Ça signifiait quelque chose. Au cours des jours suivants, nous nous sommes envoyés des SMS. Rien de poétique, juste des nouvelles, de petites mises à jour, des photos de repas qu'aucun de nous n'avait l'appétit de finir. Le 4e jour, je lui ai envoyé une photo du premier cupcake que j'avais fait depuis que tout s'était effondré. Il a répondu. Pas mal. Il manque toujours ton glaçage. C'était la première fois que je souriais et que je le pensais. Une semaine plus tard, j'ai frappé à la porte de l'appartement qui était le nôtre. Il a ouvert immédiatement. Pas de questions, pas d'hésitation. J'ai fait des pâtes, a-t-il dit. C'est probablement terrible, mais j'ai pensé que tu voudrais peut-être rentrer à la maison. Ce mot maison. Je suis entré. L'appartement n'avait pas beaucoup changé, mais il y avait de nouvelles plantes sur le rebord de la fenêtre, la même couverture de friperie sur le canapé. Mon vieux tablier pendait toujours derrière la porte de la cuisine. Je me suis assise au comptoir pendant qu'il tâtonnait avec le parmesan et faisait des blagues sur le fait d'oublier comment faire bouillir de l'eau. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Pas encore. Mais alors que nous étions assis l'un en face de l'autre, la distance qui semblait immense a commencé à se rétrécir, centimètre par centimètre. Après le dîner, je lui ai montré la photo de mon père biologique. Docteur Adam Vidal, j'ai dit qu'il était chirurgien à l'hôpital de Villeneuve. Il ne sait pas que j'existe. Pas vraiment. L'expression d'Antoine a changé. En partie de la sympathie, en partie de la curiosité. Tu veux le rencontrer? J'ai hoché la tête. Je pense que oui, mais j'ai besoin d'être prête. Il s'est penché en avant. Alors j'irai avec toi quand tu le seras. J'ai hésité. Tu n'es pas obligé. Il a soutenu mon regard. Je veux. L'après-midi suivante, je me suis assise en face d'un homme que je n'avais jamais rencontré, mais dont je m'étais toujours, d'une certaine manière, posé des questions. Le docteur Vidal était calme, posé, avec une voix grave et des yeux exactement comme les miens. Il a dit qu'il se souvenait de ma mère. Hélène Dubois, il a dit qu'il n'avait jamais su qu'elle avait eu un enfant. Quand je lui ai dit mon nom, ses yeux ont brillé. Je serais venu, a-t-il murmuré. Si j'avais su, je serais venu. Je l'ai cru. Il n'a rien demandé. Juste offert du temps, de l'espace, un pont si jamais je voulais le traverser. Quand je suis parti de son cabinet, Antoine attendait en bas, appuyé contre le mur, les bras croisés et un café dans chaque main. Tu vas bien, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, et il n'a pas insisté. Plus tard cette semaine-là, Sandrine a contacté Antoine aussi. Ils se sont rencontrés dans un restaurant en périphérie de la ville. Elle lui a tout raconté sur l'aventure. La confusion, le mensonge devenu trop lourd à porter. Ton vrai père, a-t-elle dit, est un homme nommé docteur Éric Leblanc. Vit à Toulouse. N'a jamais su pour toi. Antoine ne lui a pas répondu pendant longtemps. Juste remué son café jusqu'à ce que la cuillère clique rythmiquement contre la tasse. Alors, j'ai vécu 21 ans en étant quelqu'un que je ne suis pas, a-t-il finalement demandé. Les yeux de Sandrine se sont embués. Tu as toujours été toi, Antoine. Cette partie n'a jamais été un mensonge. Il m'en a parlé ce soir-là. Nous nous sommes assis par terre, dos contre un canapé comme nous le faisions quand notre matelas était encore calé sur des caisses de lait. Je ne sais pas si je veux le rencontrer, a-t-il dit. Je veux dire, j'ai déjà assez de mal à faire confiance à mon reflet ces jours-ci. J'ai posé ma tête sur son épaule. Il n'y a pas d'urgence. Peut-être que tu ne le feras jamais. Peut-être que c'est bien. Je croyais savoir qui j'étais,
a-t-il murmuré. Maintenant, je ne suis même pas sûr de savoir comment être près de toi. Tu n'as pas besoin de savoir, ai-je dit. Tu dois juste rester et nous trouverons une solution. Sa main a trouvé la mienne. Pas de tremblement cette fois, juste de la chaleur. Ce week-end-là, nous avons invité les deux mères à dîner. C'était tendu. Hélène portait sa meilleure robe de messe. Sandrine a apporté du vin qu'elle n'a jamais touché. Elles se sont assises raidement à table pendant qu'Antoine et moi essayions d'orienter la conversation vers des sujets sûrs. Le travail, l'ouverture d'une nouvelle boulangerie à proximité, mais finalement le silence s'est brisé. Je n'attends pas le pardon, a dit Sandrine doucement. Mais je veux faire de la place pour la paix. Ma mère a hoché la tête. Nous avons toutes deux fait des choix. Certains bons, certains destinés à protéger nos enfants, mais qui ont fini par leur faire plus de mal. Elle m'a regardé. Je croyais que te cacher la vérité te protégerait. Au lieu de cela t'a juste laissé non préparé à la vérité quand elle t'a trouvé quand même. Je comprends, ai-je dit. Je suis toujours en colère, mais je comprends. Elles ne se sont pas serrées dans les bras. Pas cette nuit-là, mais quelque chose s'est adouci entre elles. L'ardeur s'est émoussée. Après leur départ, Antoine s'est tourné vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai levé la main et touché son visage. Maintenant, nous arrêtons de survivre et commençons à vivre. Il a souri lentement, plein de quelque chose d'ancien et de nouveau à la fois. Ensemble, toujours. 3 semaines se sont écoulées comme un rêve que nous n'osions pas nommer. Pas tout à fait réel, pas tout à fait fiction, juste suspendu entre le souvenir et la possibilité. Antoine et moi avons avancé lentement, délibérément, comme des gens qui apprennent à marcher après une longue chute. Chaque petit déjeuner, chaque sourire partagé, chaque soirée tranquille de plats à emporter et de vieux films était un fil recousu dans quelque chose qui ressemblait à la paix. Une nuit, je me tenais dans la cuisine, coupant des carottes pour la soupe. Quand Antoine est arrivé, tenant un bouquet de chrysanthèmes, blancs, sauvages, un peu indisciplinés. On dirait quelque chose que tu ferais pousser sur un rebord de fenêtre, a-t-il dit. J'ai enfoui mon visage dans les pétales. Tu te souvenais de mes préférés. Il a souri. Tu es plutôt inoubliable. Cette nuit-là, alors que nous étions assis par terre mangeant le dîner à la lumière des bougies, je l'ai dit à voix haute. Invitons-les. Tous. Nos mères, mon père, ton peut-être père, tout le monde. Un dîner, une table. Antoine a cligné des yeux. Tu veux les mettre tous dans la même pièce? Oui, ai-je dit. Parce que si nous ne le faisons pas, le silence continuera de parler pour nous. Il a fait une pause, puis a hoché la tête. D'accord, faisons-le. La liste des invités n'était pas facile. Le docteur Vidal a accepté immédiatement, doux, patient, s'adaptant déjà à son nouveau rôle de père avec la grâce tranquille d'un homme qui avait perdu du temps, mais n'avait pas l'intention d'en perdre davantage. Le père biologique d'Antoine, le docteur Leblanc, a été plus difficile. Il était stupéfait au début, ou il m'aime. Mais après 2 appels téléphoniques et une lettre écrite à la main par Antoine. 3 pages complètes et pas un seul mot effacé, il a accepté de venir en avion de Toulouse. Je ne sais pas quelle place j'ai dans ta vie, a-t-il dit, mais j'aimerais m'asseoir à ta table s'il y a une place. Alors, nous nous sommes préparés. L'appartement n'avait jamais vu autant d'efforts. J'ai emprunté des chaises supplémentaires à une voisine, repassé des serviettes en tissu pour la première fois de ma vie, et sorti le plat de service en céramique de ma grand-mère. Antoine a essayé de réparer le pied de table bancale et a failli tout casser, alors il l'a équilibré avec un vieux manuel de géométrie. Ça, c'est de l'ingénierie, a-t-il affirmé. Résolution créative de problèmes. Le soir du dîner, l'appartement était éclairé par des bougies, la cuisine chaude avec l'odeur du poulet au romarin et de la crème anglaise à la vanille refroidissant sur le rebord de la fenêtre. Antoine portait la seule chemise boutonnée qu'il possédait. Je portais une robe bleue douce qui restait accrochée un toucher au fond de mon placard, et puis ils sont arrivés. Ma mère est arrivée la première, portant un pot de confiture de pêche et ayant l'air plus nerveuse que le jour où elle m'avait déposé à l'école de cuisine. « Tu es magnifique », a-t-elle dit, me serrant fort dans ses bras. « Tu as l'air courageuse. » Le docteur Vidal a suivi, grand, posé, la main tremblant juste un peu en me tendant un bouquet de tournesol. « Pour ma fille », a-t-il dit doucement. Puis est venue Sandrine, maladroite mais déterminée, tenant une assiette de mimosa comme si c'était une offre de paix.
Elle a embrassé Antoine sur la joue et m'a donné une étreinte qui nous a surprises toutes les deux. En dernier est venu le docteur Leblanc. Directement de l'aéroport, une petite boîte à la main. À l'intérieur se trouvait une boussole. J'ai gardé ça depuis la fac de médecine, a-t-il dit à Antoine. J'ai pensé qu'il était peut-être temps de la transmettre. Nous nous sommes assis, tous les 7 autour d'une table, un repas. Au début, la conversation était sûre, petite, polie. Comment est le temps à Toulouse? Comment va le nouveau poste à la bibliothèque, Hélène? Mais alors Sandrine a regardé à travers la table et a dit, je sais que j'ai blessé chaque personne dans cette pièce, mais j'aimerais passer le reste de ma vie à essayer de réparer cela. Personne n'a parlé tout de suite. Puis ma mère a hoché la tête. Je pense que nous avons tous brisé quelque chose. Et maintenant, nous devons tous construire. Antoine a tendu la main sous la table et a pris la mienne. Il s'est raclé la gorge. Si ça va, j'aimerais dire quelque chose. Tout le monde s'est tourné vers lui. Il s'est levé, visiblement nerveux, mais avec le genre de stabilité que j'avais appris à reconnaître en lui. Gagné, pas hérité. Il y a 1 an, a-t-il dit, j'ai rencontré une fille dans un couloir. Elle venait d'être volée. Elle avait l'air d'avoir traversé l'enfer, mais avait toujours le feu pour faire un repas maison avec un frigo à moitié vide. Je croyais l'aider, mais il s'avère qu'elle m'a aidé à devenir quelqu'un que j'aime vraiment. Sa voix a tremblé. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être à la hauteur de l'image d'un homme que je croyais être mon père. Mais maintenant je sais que qui nous sommes ne dépend pas du sang. C'est à propos de ce que nous choisissons de faire avancer. Le genre de personne que nous choisissons d'être et le genre d'amour auquel nous choisissons de nous accrocher. Il m'a regardé alors et a dit, je te choisis. Des larmes ont glissé sur mes joues avant que je ne puisse les arrêter. Je t'aime, a-t-il dit. Et je veux construire une vie avec toi. Désordonnée, compliquée, réelle. Tout cela. Le silence a rempli la pièce comme de la chaleur et puis des applaudissements, pas forts, mais sincères. Nous avons levé nos verres, de la limonade pour ma mère, du vin pour les autres, et avons porté un toast non pas au passé, mais à tout ce que nous devions encore devenir. 1 mois plus tard, j'étais assis seul sur un banc de parc, les doigts tordant la lanière de mon sac à main, le souffle coupé à chaque passant. J'étais en avance, une demi-heure en avance en fait, mais cela n'avait pas d'importance. J'avais besoin de ce temps. L'air était frais, lumineux avec le parfum du début du printemps, et quelque part à proximité, un carrousel jouait une musique faible qui donnait au moment l'impression d'être à la fois trop petit et trop énorme. Aujourd'hui, je rencontrais mon père à nouveau. Pas l'homme que j'avais imaginé pendant des années, un soldat sur une photo, un fantôme dans les histoires de ma mère, mais l'homme qui s'est assis en face de moi il y a 2 semaines dans un café d'hôpital et a pleuré quand j'ai dit son nom, Adam Vidal. J'avais dit ce jour-là. Je crois que je suis ta fille. Il n'avait pas nié. Il n'avait pas détourné le regard. Il avait simplement dit, je me demandais quand tu allais me trouver. Maintenant, il marchait à nouveau vers moi. Un café dans une main, un petit sac en papier dans l'autre. Croissant, a-t-il dit, pour le courage. Je l'ai pris, souriant. Tu t'en es souvenu. Nous nous sommes assis tranquillement pendant un moment, regardant les canards dériver sur l'étang. Tu as les épaules de ta mère, a-t-il dit. Mais le reste, je crois que c'est moi. Le regrettes-tu? Ai-je demandé avant de pouvoir me retenir. De ne pas m'avoir connu. Il n'a pas hésité. Je regrette tout ce que j'ai manqué, mais je ne regrette pas de te connaître maintenant. Ce n'était pas parfait. Cela n'a pas effacé les années, mais cela importait. Pendant ce temps, Antoine avait commencé à écrire des lettres hebdomadaires au docteur Leblanc. Elles n'étaient pas longues. Parfois juste des listes de livres qu'il lisait, de repas que nous cuisions lui et moi, de choses qu'il réparait dans l'appartement. Mais chaque lettre se terminait par la même phrase. Je suis toujours en train d'apprendre qui je suis. Mais je suis reconnaissant que tu fasses partie de ce cheminement maintenant. Une nuit, alors que nous étions assis sur le balcon entouré de ma petite jungle d'herbes et de succulentes, Antoine m'a regardé et a dit, tu sais, ça me fait encore peur parfois. Qu'un seul faux pas, une seule vérité enfouie a failli te m'enlever pour toujours. Je me suis tourné vers lui, mais ça n'a pas été le cas. Il a souri, écartant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je suis heureux que nous ayons lutté pour cela, même quand nous ne savions pas ce pourquoi nous nous battions. La semaine suivante, nous sommes retournés au lac de Bellefontaine, l'endroit où tout avait changé.
Les mêmes arbres, la même ondulation tranquille de l'eau, mais ça ne semblait plus hanté. Ça semblait reconquis, renouvelé. Cet après-midi-là, nous avons signé le bail d'un nouvel appartement, juste un peu plus grand, avec de vrais planchers et des fenêtres qui ne fuyaient pas. Ma mère nous a aidés à emménager. Elle a apporté de vieux rideaux et trop de plats à gratin. Sandrine a envoyé un cadeau de pendaison de crémaillère d'un bout à l'autre de l'État, un gaufrier, et une recette manuscrite qui disait « pour des dimanches matins dont on se souvient ». Le docteur Vidal venait une fois par semaine. Il est même venu à l'école où je terminais mon diplôme de cuisine, me surprenant pendant une présentation finale avec un seul tournesol et la pire blague que j'ai jamais entendue sur le pain grillé brûlé. Je l'ai présenté à mes professeurs comme mon père. Les mots semblaient étranges sur ma langue, mais ils sont restés. Le docteur Leblanc et Antoine se sont finalement rencontrés en personne, calmement, formellement, mais solidement. Ils ont marché pendant des heures autour d'un jardin botanique à Toulouse. Et quand Antoine est rentré à la maison, il a dit « Ce n'est pas l'homme que j'imaginais, mais c'est quelqu'un que je veux apprendre à connaître. » C'était assez. Puis un dimanche matin, Antoine m'a réveillé avant que le soleil ne soit complètement levé. Il m'a prise par la main et m'a emmené au parc où nous nous promenions avant les cours, où il m'avait un jour défié de lui apprendre à faire des biscuits à partir de zéro, et avait fini couvert de farine. Là, sous un arbre, qui commençait juste à fleurir, il s'est agenouillé. Pas de fanfare, pas de foule, juste nous. Nathalie Dubois, a-t-il dit, je t'ai aimé comme une étrangère, comme un peut-être, comme un miracle. Et comme quelqu'un que je pensais devoir laisser partir, mais maintenant je veux t'aimer comme ma femme. Plus de confusion, plus de silence, juste nous et la vérité que nous avons choisie. J'ai pleuré, bien sûr. La bague n'était pas tapa accent Graveleuil, une simple alliance en or avec une petite pierre verte douce. Ça m'a rappelé la sauge, a-t-il dit. Tu fais tout pousser. Oui, je le fais, ai-je murmuré. Quand tu es prêt. Nous avons prévu le mariage pour la fin de l'automne. Rien de grand. Juste la famille, les amis proches, une table pleine de plats faits maison et des chaises dépareillées sous les arbres. J'ai fait mon propre gâteau. Antoine a construit l'arche avec du bois de récupération. Nos mères nous ont accompagnés jusqu'à l'hôtel côte à côte. Et quand j'ai regardé dans ses yeux ce jour-là, je n'ai plus vu de douleur ou de doute. J'ai vu tout ce que nous avions survécu et tout ce que nous construisions. Ce n'était pas la vie que j'attendais, mais c'était celle que nous avions construite ensemble. Cette nuit-là, alors que nous nous tenions dans le jardin enveloppés de guirlandes lumineuses et de rires, j'ai posé ma tête sur l'épaule d'Antoine et j'ai murmuré, nous aurions dû nous briser, tu sais, avec tout ça. Il m'a serré plus fort, mais nous ne nous sommes pas brisés. Non, ai-je dit, nous nous sommes pliés. Nous nous sommes fissurés, mais nous ne nous sommes pas brisés. Au-dessus de nous, les étoiles clignotaient comme de minuscules promesses. Et en moi, pour la première fois depuis longtemps, il y avait la paix. Avec le recul, j'ai réalisé quelque chose que personne ne t'apprend jamais à l'école. La famille ne se résume pas au sang. Et l'amour n'est pas toujours une fin de conte de fées. Parfois, il s'agit de choisir de rester, de poser les questions difficiles, d'écouter même quand ça fait mal, de pardonner non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Nous avons tous été élevés par des gens imparfaits. Mais cela ne signifie pas que nous devons continuer à répéter leur silence, leur peur, leurs mensonges. Nous pouvons choisir de briser le cycle, de parler, de guérir, de construire quelque chose de mieux, même si ça prend du temps, même si c'est désordonné. Et le plus important, nous pouvons choisir l'amour. Pas le genre facile, mais le genre qui prend racine après la tempête. C'est ce qui m'a sauvé, et peut-être que ça te sauvera aussi.